Je m'appelle Yuji Zocatelli Hashimoto. Je suis un assistant doctorant comme Lorena. J'ai étudié avant la criminologie, après la sécurité sociale. Moi, c'est Lorena Molnar et je suis aussi assistante diplômée comme Yuji. Donc, on assiste pour de la recherche et pour des cours. Et aussi, on fait chacun sa thèse de doctorat. Et je suis aussi ancienne collaboratrice à Fleur de Pavé auprès des travailleuses du sexe et actuellement remplaçante aussi à Fleur de Pavé. Donc, je continue avec un petit peu dans le social aussi. Bon, dans notre cas, on fait le professeur Marcelo Ebi, le directeur de la qui est le chef de l'unité de criminologie. Moi, je m'occupe de l'UID, surtout avec des projets de statistiques. Donc, il travaille dans un projet avec le Conseil de l'Europe, par exemple. Donc, par exemple, les statistiques pénales. Donc, moi, j'ai à récolter les données, communiquer avec les correspondants et de mettre ensemble les données et de lui aider à préparer les rapports. Donc, principalement, c'est ça. Après, il y a plusieurs autres projets. Moi, c'est aussi une volée, c'est similaire à Yuji. Lui, il est sur Space, et puis moi, je suis sur le projet European Source Book of Crime and Criminal Justice Statistics. Lui aussi, on est ensemble, mais c'est plutôt moi qui m'occupe surtout de la communication. Et puis, c'est un projet qui apparaît chaque 5 ans, qui englobe en fait toutes les statistiques, depuis les statistiques policières jusqu'aux statistiques des prisons et de probation, ainsi que des sondages de victimisation. On essaye d'englober tous les pays du Conseil de l'Europe, en fait, donc toutes les données, et puis les rendre en open access pour les chercheurs, pour qu'ils les utilisent pour leurs recherches. Et c'est ça ce qu'on fait en partie, et puis avec professeur Ebi, j'ai plusieurs projets un peu plus variés, par exemple l'analyse d'un sondage de victimisation autoreporté en Argentine, parce que lui il est d'origine argentine, et puis moi je viens d'Espagne, donc je parle espagnol. Ma thèse, en fait, elle porte sur les collectifs sensibles et sur des thématiques sensibles, et dont les personnes sans abri, un peu les populations que je touche dans ma thèse, c'est les travailleuses du sexe, les personnes d'origine rome, parce que mon travail de mémoire de master a été sur la population rome à Lausanne et à Genève. Et puis moi-même, je suis d'origine rome, donc j'ai un accès relativement privilégié avec cette population. Et aussi, ça touche un peu aussi les deux populations, parfois les personnes sans domicile fixe. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que pendant la pandémie, il y a eu plein d'études, il y a eu vraiment beaucoup des chercheurs qui se sont focalisés sur les tendances de la criminalité pendant la pandémie, les changements aussi, parce qu'il y a eu aussi un changement d'habitude et un changement de routine chez les gens, et donc comment ça a impacté dans la criminalité. Et on a regardé, on a vu que les personnes sans domicile fixe avaient été plutôt l'objet, pendant le coronavirus, l'objet d'études d'un point de vue de santé publique, et parce que c'est difficile d'isoler ces personnes, ou parce que c'est difficile de les tracer, etc. Donc on a vu qu'il y avait vraiment une lacune de connaissances par rapport à comment ça a impacté les personnes qui ne peuvent pas être confinées. Et d'un point de vue criminologique large, on va dire, on s'intéresse, criminologie parfois on pense toujours aux délinquants, mais on s'intéresse bien sûr aussi aux victimisations, qui beaucoup de fois sont liées aussi à la délinquance, et puis à la consommation des drogues autant légales qu'illégales. Et puis en général, on a essayé de placer ça dans un contexte plutôt de voir un peu les relations sociales de ces personnes pendant la pandémie, comment ils ont vécu la pandémie, quels impacts la pandémie a eu aussi dans leur vie. Oui, bien sûr. D'ailleurs, notre superviseur, professeur Marcelo Ebi, sa thèse de doctorat il y a 20 ans a été l'évaluation du programme de la prescription de l'héroïne en Suisse. Et puis lui, il faisait justement cette évaluation scientifique sur quels effets avait autant pour la délinquance que la victimisation comme pour la réinsertion sociale de ces personnes. On a une majorité de personnes qui travaillent dans le forensique. Et là, justement, il y a beaucoup d'études très techniques. On a 2 volets, donc on a la science forensique qui est plutôt chimie, biologie, en même physique. Et notre côté, c'est plutôt la science sociale, donc on s'adresse plutôt aux acteurs, leur manière d'agir, raisonner, le contexte social, on s'interroge avec les acteurs. Et comme elle a expliqué, on s'intéresse pas seulement aux criminels. Pour nous, notre définition préférée, c'est pas l'étude de la criminalité, c'est l'étude des comportements antisociaux qui inclut aussi la criminalité, mais aussi la victimisation et la réaction et tout ça. Donc c'est un peu plus. Et bien sûr, le système pénal. Alors, je pense que c'était juste être au bon moment et puis avoir du temps aussi. On a vraiment les deux et beaucoup d'autonomie.
et dans notre poste. Donc c'était pas un mandat, c'était un projet qu'on a discuté ensemble. Et grâce à mon ancien travail, à mon ancienne expérience, ben voilà, je connaissais des personnes du réseau, dont toi aussi, que je t'ai demandé des renseignements. Et puis, je voulais juste un peu explorer si c'était possible de faire quelque chose et puis obtenir des données et par rapport à cette population-là et à la manière dont ils vivaient le confinement ou le semi-confinement. Et donc, on a eu vraiment, je pense, on a eu la chance, on est tombé un peu sur les bons gatekeepers et qui ont été d'accord à nous accueillir déjà, bon, pas physiquement, mais à faire quelque chose pour nous. Et puis, à partir de là, on a créé donc un sondage, un très court sondage, à être soit utilisé en autonome, donc soit l'usager ou bénéficiaire qui le lit seul et puis qui répond, soit même si il y a le temps, s'il y a les ressources, si la personne intervenante sociale veut, le passer elle-même et auprès de la personne. Et puis, on a eu 3 institutions qui ont été intéressées et puis on l'a fait. C'était un peu un travail collaboratif, mais c'était vraiment autonome et c'était quelque chose qu'on a construit. Concernant à la procédure qu'on a suivie, donc ça dépend parce que justement la méthodologie qu'on suit est la même pour X projet est différente pour un autre différent projet. Par exemple, si on veut tester une théorie, si on a des hypothèses très claires parce qu'il y a beaucoup qu'on connaît, c'est pas du tout ce qu'on va suivre parce que il faut déjà avoir pensé aux hypothèses qu'on veut tester, faire un design expérimental, passer un sondage, savoir exactement depuis le début qu'est-ce qu'on veut analyser. Mais dans ce cas, c'était parce qu'une étude exploratoire, donc on suit pas mal une méthodologie qui s'appelle ground theory, que c'est un processus plutôt inductif ou même itératif. Donc on récolte des données, on les regarde, on réfléchit, si on a besoin d'encore des données, on retourne à la source ou on prend d'autres sources aussi. Et donc mais c'est parce que justement ce terrain l'exige, parce que c'est un terrain dont on connaît pas beaucoup. Si on connaissait, peut-être que ça aurait été différent, la méthodologie. Un micro. Donc, ce qu'on a fait, c'est ce sondage, on l'a envoyé au centre d'accueil de nuit. Et c'était les usagers, les bénéficiaires qui remplissaient ce sondage concernant leur expérience personnelle et pendant la pandémie. Et ce qu'on a étudié notamment, c'était les impacts de la pandémie dans leur vie. Et c'était leurs sentiments, leurs émotions pendant la pandémie, s'ils ont eu des contacts sociaux autant en présentiel que par Internet ou par téléphone, etc. Et aussi leur consommation de tabac, d'alcool et de drogues illégales. Et s'ils ont été victimes d'un vol ou d'une agression physique ou de plusieurs et puis quelques circonstances. Et aussi s'ils ont été auteurs des mêmes délits. Et en dernier, leurs besoins et pendant la pandémie. Et aussi hors de la pandémie, on a posé une question qui s'appelle un peu la baguette magique, non? Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez avec votre vie ou avec votre situation, etc. Alors, je sais pas si j'utiliserai le mot marqué, mais c'est vrai aussi que le faible taux de victimisation et de délinquance, pour nous, c'était assez intéressant. Et c'était quelque chose qui était pas forcément attendu, que ça soit vraiment très très peu de personnes, une personne de chaque côté en fait. Ouais. Et après c'est clair que si on réfléchit, on voit que notre échantillon a été assez âgé et on a vu en chronologie que l'âge est un facteur de protection. Le plus âgé qu'on est, le moins risque qu'on a de victimisation et de délinquance. C'est les jeunes qui sont plutôt victimes et plutôt qui commettent plus de délits. Et après aussi, voilà, on se dit peut-être le fait que ça a été séparé, comme ça chaque foyer a accueilli un type de population, ça aussi a affaibli les tensions. Parce que imaginez, bon, quand même c'est une situation stressante, on est beaucoup de personnes dans les foyers, les foyers doivent aussi, même les intervenants sont assez stressés, ils doivent gérer beaucoup de choses. Donc on ressent les tensions et peut-être les gens aussi, il y aura une escalade soit d'agression, soit juste des disputes, et plus élevées. Mais cela, on ne l'a pas vu. Par rapport à comment le questionnaire, il allait être accepté, parce que c'est vrai, là, on a vu dans des recherches que les questionnaires ou les entretiens ou tout type de recherche peuvent avoir des effets positifs, cathartiques chez les personnes sondées ou chez les personnes interviewées, mais aussi, et ça peut être traumatique pour les gens.
Donc, pour nous, je pense, d'un point de vue éthique, le plus important, c'est de faire attention avec ça et de protéger surtout les personnes sondées. Et donc, on se posait pas mal de questions, on a réfléchi pas mal et pour le questionnaire aussi, pour pas surstigmatiser ou survictimiser les personnes. On s'est intéressé à savoir comment ça a été perçu déjà par les intervenants et puis après par les usagers, mais savoir les intervenants comment ils ont vu la chose, parce que c'est vrai que dans le questionnaire, on avait dans la dernière partie aussi des commentaires et puis il y a eu des gens qui nous ont laissé des beaux mots en nous disant que merci beaucoup de vous intéresser à nous, etc. Et aussi, on a eu les retours des intervenants que ça s'est passé plutôt bien. Et puis, par exemple, l'intervenant de Fribourg nous a aussi dit que pour eux, c'était une opportunité pour discuter des thématiques qu'ils n'abordent pas forcément lors de leur fonctionnement normal. Donc, dans ce sens, on est assez content parce que c'est vrai qu'il faut faire très attention. C'est des thématiques sensibles, c'est des personnes aussi dans des situations compliquées. Et en principe, c'est bien passé. Donc, par l'instant, même si on a un petit échantillon, on peut dire que c'était plutôt un succès. Ouais, je dirais, moi je suis satisfait. On veut toujours faire mieux. Alors, je pense que c'était plutôt par rapport à l'échantillon que c'était la seule difficulté parce que déjà, les ressources aussi des associations, elles sont celles qu'elles sont. Et on a contacté autour 5-6 associations, mais on a eu la réponse que de 3. Et puis aussi, chaque association a diffusé le questionnaire et puis a essayé de motiver dans leurs possibilités. Donc, c'est vrai qu'on aurait voulu un échantillon plus grand. Pour l'instant, on est en train de perfectionner et un peu, on a plus ou moins déjà les résultats, on est encore en train de les regarder et puis de perfectionner parce qu'on est en train de finir un article. Parce qu'il y a un call for papers et donc par rapport aux effets du Covid sur la délinquance d'un point de vue large aussi inclut la victimisation et donc on voudra présenter donc un article en anglais et on est en train aussi de rédiger donc les rapports et pour les institutions concernées qui ont participé, qui étaient intéressées à voir justement les résultats et on voudra continuer. Et aussi avec la deuxième vague, même peut-être post-pandémie, continuer à monitorer la situation.